10 août 1792, la chute de la monarchie et le basculement vers une république révolutionnaire. À l'été 1792, le peuple parisien, composé des sans-culottes, est particulièrement agité. Les défaites de la France révolutionnaire contre les monarchies étrangères, ainsi que les difficultés économiques, entretiennent un climat très tendu. Le 10 août 1792, les sans-culottes assiègent le palais des Tuileries, où Louis XVI est réfugié avec sa famille. Nous nous demanderons en quoi cette journée révolutionnaire marque-t-elle un tournant pendant la Révolution. Tout d'abord, nous verrons quelles sont les causes profondes qui attisent la violence du peuple de Paris. Ensuite, nous étudierons comment cette journée révolutionnaire met fin à la royauté en France. Enfin, nous montrerons que cette première expérience républicaine est une expérience douloureuse. Concentrons-nous tout d'abord sur les causes qui contribuent à déclencher la violence du peuple de Paris. Nous pouvons identifier 4 causes majeures. La première est celle de la rupture des liens entre le roi et son peuple. La fuite du roi et son arrestation à Varennes, le 20 juin 1791, marque un tournant dans la relation entre Louis XVI et son peuple. En effet, le peuple prend conscience que le roi allait chercher de l'aide à l'étranger pour récupérer son pouvoir. Le peuple perd donc toute confiance en son monarque. Cette caricature anonyme atteste de cette rupture entre la monarchie et le peuple. On y voit la famille royale sous les traits de cochons ramenés à Paris à leur étable. Le fait de représenter la famille royale sous les traits de cochons était l'une des insultes les plus utilisées par le peuple parisien pour qualifier son roi. La deuxième cause qui contribue à déclencher la violence du peuple de Paris est celle de la perte de confiance du peuple dans les bourgeois qui siègent à l'Assemblée nationale. En effet, le 17 juillet 1791, près d'un mois après l'arrestation du roi à Varennes, les Parisiens manifestent à Paris pour demander la déchéance de Louis XVI. Elle a été demandée au préalable aux députés qui l'ont refusée. Cette manifestation contre le roi débouche sur une fusillade importante. C'est ce que l'on observe sur cette gravure. Au premier plan, à gauche, on aperçoit les troupes de la garde nationale avec un drapeau qui serait rouge si l'image était en couleur. En effet, les officiers doivent le brandir avant de faire 3 sommations. Cependant, ce 17 juillet, il n'y a aucune sommation. Les manifestants se laissent encercler au centre de l'image et massacrer. Il y a plusieurs dizaines de morts et des arrestations. La troisième cause qui contribue à déclencher la violence du peuple de Paris est celle d'un peuple qui est mis à l'écart du pouvoir par la Constitution de 1791. En effet, dans la Constitution de 1791, le roi conserve un droit de veto sur les lois votées par les représentants de la nation et seulement 50 000 grands électeurs ont le droit de choisir leurs députés. 24 millions de citoyens sont passifs. Les droits politiques sont donc à l'usage d'une minorité. Enfin, la 4e cause qui contribue à déclencher la violence du peuple de Paris, c'est celle de la guerre et de la trahison du roi qui pactiserait avec les monarchies voisines pour faire échouer la Révolution. En effet, à partir d'avril 1792, la France est en guerre contre l'Autriche. Les armées autrichiennes et prussiennes envahissent la France. À Paris, de nombreux citoyens pensent que Louis XVI est un traître et ils l'accusent d'être responsable des défaites. Le 25 juillet 1792, le duc de Brunswick, qui commande les troupes ennemies, menace Paris de destruction si les habitants maltraitent le roi de France. Cette déclaration, appelée Manifeste de Brunswick, alors en fait, elle n'a pas été vraisemblablement écrite par le duc, mais par des nobles français en exil. Cette déclaration alimente la thèse d'une complicité du roi avec les puissances ennemies et met le feu aux poudres. La colère des Parisiens éclate le 10 août 1792. Comment alors cette journée révolutionnaire met-elle fin à la monarchie? Tout d'abord, le 10 août 1792, le peuple prend les armes contre le roi. Cette journée révolutionnaire commence dans la nuit du 9 août. Suivons ici la chronologie.
Le 9 août, dans la nuit, Danton, un député, donne le signal de l'insurrection. Les sans-culottes remplacent la municipalité de Paris par une commune insurrectionnelle qui va être chargée de diriger le mouvement. À l'aube du 10 août, les sans-culottes se dirigent vers le palais du roi, les Tuileries. En route, ils sont rejoints par des militaires marseillais et bretons. Pendant ce temps, le roi va passer ses troupes en revue, notamment les gardes suisses qu'il protège. Inquiet, Louis XVI et sa famille se réfugient dans la salle du manège, en face du jardin des Tuileries, siège de l'Assemblée. Le 10 août, pendant toute la matinée, la bataille va être intense et le palais royal tombe finalement aux mains des sans-culottes. Cette peinture illustre la violence de la journée du 10 août par les nombreux morts, le feu des canons, la poussée des insurgés à droite armés de piques. À midi, le roi ordonne le cessez-le-feu. Dans l'après-midi du 10 août, le palais est pillé, incendié et les gardes suisses sont massacrés. Plus tard, dans l'après-midi du 10 août, les insurgés convergent vers la salle du manège afin de protéger Louis XVI. Les députés vont proclamer la suspension du roi et la famille royale va être arrêtée. Le 21 septembre 1792, la première République est proclamée. Le 21 septembre 1792, les députés décident à l'unanimité l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France. Bien que la République n'ait jamais été officiellement proclamée, parce que c'est la monarchie qu'on abolit, le 22 septembre 1792, la décision est prise de dater les actes de l'an 1 de la République. Sur cette estampe de 1793, certains symboles de la République sont représentés. Le bonnet phrygien, porté par les sans-culottes parisiens, la cocarde tricolore, le coq, qui représente la vigilance, il a lui-même les ailes aux couleurs de la France, les drapeaux français, et ce qui est aujourd'hui la devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Alors il est à noter que la plupart de ces symboles ne deviennent symboles officiels qu'au XIXe siècle. Enfin, du 10 au 26 décembre 1792, Louis XVI est jugé. Ce sont les députés qui jugent le roi. Louis XVI est accusé de n'avoir pas soutenu le mouvement révolutionnaire. Robespierre dit ainsi dans un discours à l'Assemblée que Louis XVI dénonçait le peuple français comme rebelle et que le roi a aussi demandé l'aide des rois étrangers pour le défendre et punir son peuple. Cependant, cette première expérience républicaine est douloureuse. Tout d'abord, la République doit faire face à des ennemis extérieurs et intérieurs. Alors, à l'extérieur, des pays européens se coalisent, ils s'allient pour attaquer la France révolutionnaire. Alors, cette coalition regroupe les Autrichiens et les Prussiens, les Hollandais, les Anglais, les Piémontais et les Espagnols. À l'intérieur, la France fait face aux ennemis de la Révolution. Les Chouans, les Vendéens, qui sont des royalistes qui combattent la Révolution française. Et aussi aux fédéralistes, c'est ce qui est indiqué en orange sur cette carte, qui sont en fait contre les décisions prises par les révolutionnaires parisiens. Pour sauver la Révolution, le gouvernement dit de la terreur est mis en place. Ce gouvernement révolutionnaire peut prendre des mesures d'exception comme des procédures judiciaires expéditives. Le 10 août 1792 est un tournant dans la Révolution car il marque la fin de la monarchie et l'avènement de la Première République. Une Première République qui fait face à des ennemis extérieurs et intérieurs.